Un nouveau mandat pour la MINUSMA. Les autorités maliennes déplorent la non prise en compte de certaines de leurs doléances. En tout cas, le message du Mali est sans équivoque. Désormais, tout doit se faire dans l'intérêt du peuple. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga salue l'engagement des pharmaciens dans l'approvisionnement du pays malgré les contraintes du moment. Annonce faite ce matin lors de la 15e journée scientifique du syndicat autonome des pharmaciens office privé et SINAPO tenue ce matin au CICB. Première édition du Salon des médias. Le top départ a été donné cet après-midi par le ministre de la Communication au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Durant 3 jours, les participants et les visiteurs prendront part à des débats, notamment sur la thématique « Rôle des médias dans la refondation et la stabilisation du Mali ». Chronique Un jour, une formule. Sori Ibrahima Keïta porte aujourd'hui la réflexion sur les angoisses en cette période d'examen scolaire. Angoisses partagées entre les autorités scolaires, les parents d'élèves et les candidats. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Direction Koulouba, le président de la transition a reçu successivement l'ambassadeur du Mali en Afrique du Sud et celui accrédité au Japon. Les deux désormais diplomates sont venus prendre conseil et orientation du chef de l'État pour la consolidation et la coopération entre le Mali et les pays hôtes. Plus de détails avec Khadija Toukone. Deux nouveaux ambassadeurs s'apprêtent à rejoindre leurs juridictions respectives en Afrique du Sud et au Japon. Avant leur prise de fonction, ils sont reçus par le président de la transition, chef de la politique extérieure du Mali. Colonel Assimi Goïta a d'abord échangé avec Bakary Coulibaly, attendu au pays de Nelson Mandela pour consolider les relations entre Pretoria et Bamako. Je viens d'être nommé ambassadeur du Mali auprès de la République d'Afrique du Sud, avec juridiction sur 10 autres pays. C'était également pour passer en revue la coopération entre le Mali et ces pays, recueillir les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la Transition quant au bon déroulement de ma mission qui va consister à renforcer les relations entre le Mali et ces 11 pays. Nina Wallet Intalou représentera le Mali au Japon. Ancienne ministre du Tourisme, elle promet de poursuivre et de renforcer les jalons déjà posés dans le cadre de la coopération Mali-Japon. Le président m'a fait l'honneur de me recevoir ce matin dans le cadre de la mission qu'il m'a confiée pour représenter mon pays en tant qu'ambassadeur au niveau du Japon, résidence Tokyo, dans 4 juridictions, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces conseils sont très très intéressants, du côté du développement, du côté sécuritaire aussi, surtout les renforcements de la coopération entre nous et ces pays-là. Les deux diplomates disent avoir pris bonne note des conseils et orientations du chef de l'État. Colonel Assimi Goïta leur a adressé ses chaleureuses félicitations pour leur désignation et leur a assuré son soutien dans l'accomplissement et la réussite de leur mission. 15e journée scientifique du syndicat autonome des pharmaciens d'office privé SINAPO. L'événement a été célébré ce matin au CICB. Les pharmaciens, l'office face au risque de l'exercice, responsabilité civile, pénale et professionnelle. Telle est la thématique au centre de cette 15e journée. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, qui a présidé la cérémonie, a salué l'engagement des pharmaciens dans l'approvisionnement du pays malgré les contraintes du moment. Bemasibi. Certains maux n'ont pas de remède à la pharmacie, à l'instar des difficultés auxquelles les pharmaciens sont confrontés dans l'exercice de leur profession. Il s'agit entre autres des ventes de médicaments dans les cliniques et cabinets ou encore des difficultés d'approvisionnement de certaines officines. Les pharmaciens ont soumis ces doléances au Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a présidé la 15e journée scientifique du syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée SINAPO. Monsieur le Premier ministre, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, par ma voix, vous sollicite de vous impliquer personnellement pour que des mesures jugeantes soient prises afin de stopper la vente des médicaments contrefaits et de qualité douteuse, 10 médicaments de la rue, avec de graves conséquences comme la consommation abusive de tramadol et d'autres produits dopants
entraînant la délinquance des crimes. Aujourd'hui, le retard récurrent, je dis bien récurrent de paiement de nos factures et la violation constante du délai légal de 15 jours de la convention entre la CANAM et nous est source de difficultés énormes pour nos entreprises. Face à ce retard de paiement constant de l'AMO, nous avions des inquiétudes pour le RAMU. Des inquiétudes qu'ils entendent consigner dans un mémorandum à l'intention du gouvernement. Des plaidoyers qui ne peuvent laisser personne indifférent, souligné le Premier ministre. En dépit de l'embargo imposé à notre pays, les pharmaciens du Mali ont su maintenir le cap. J'ai également noté les difficultés particulières, notamment celles relatives à la prise en charge des indigents du Mali dans le cadre de l'assistance médicale dont la gestion est confiée à l'Agence nationale d'assistance médicale. Ces difficultés seront aplanies, Inch'Allah, les fléaux qui minent le secteur pharmaceutique malien, dont vous venez de parler largement, à travers deux éminents docteurs, j'allais dire avocats, seront traités avec la plus grande attention. Une promesse qui réconforte ces pharmaciens. Pour saluer l'engagement du Premier ministre pour le Mali, les organisateurs de la journée lui ont remis un tableau de reconnaissance. À noter que la journée scientifique du SINAPO s'inscrit dans une dynamique de formation continue avec des panels d'échanges scientifiques. Deux projets de loi ont été soumis ce jeudi aux membres du Conseil national de transition pour adoption. Il s'agit du projet de loi fixant le régime de la promotion et de la protection du patrimoine culturel et celui portant création de la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplomates et formés en anglais arabe. Les deux projets de loi ont été adoptés. Mohamed Kantaou. Le premier projet de loi examiné par les membres du CNT est celui fixant le régime de la promotion et de la protection du patrimoine culturel national. Ce projet de loi a été défendu par le ministre en charge de la culture. Même s'il a été amendé et adopté à l'unanimité par les membres du CNT présents, il a néanmoins suscité des interrogations, des questions relatives aux dispositions coercitives quant à la violation du patrimoine culturel, à la restitution de certaines œuvres culturelles et à la protection du Nyanankoulou de Koulikoro. Le Nyanankoulou, faut-il le rappeler, est inscrit à l'inventaire depuis 2001. Et également, le ministère chargé de la culture mène beaucoup d'activités pouvant susciter l'intérêt de la population pour ce site important, à travers des activités touristiques, en donnant beaucoup d'informations sur l'histoire de ce site, sur sa valeur culturelle et scientifique. S'agissant de la restitution des biens culturels se trouvant à l'étranger, une lettre a été adressée au gouvernement français à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pour l'instant, aucune réaction. Cependant, des dispositions sont en cours, car le directeur général du musée national est depuis bientôt 2 mois maintenant en France pour une résidence culturelle. Cette résidence culturelle a pour but essentiel de recenser, d'identifier et de préparer le retour éventuel de ces biens dans leur pays d'origine. Tous les grands pays du monde se sont développés sur leur patrimoine. Les pays émergents dont nous parlons tant se sont développés sur leur patrimoine. Quand on parle de patrimoine, on parle de culture. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à voter cette loi. Le deuxième projet de loi au centre des débats est celui portant création de la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe. Il a été également défendu par le ministre Andogoli Guindo en lieu et place de son collègue de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le dit projet de loi a été adopté par 98 voix pour
0 voix contre et 0 abstention. Aux diplômés formés en langue arabe, il faut reconnaître qu'ils ont un nombre considérable et qui s'élève à plus de 111 000 formés et dont le système est déjà pris en charge par notre système scolaire à travers les médersa, les écoles coraniques et dont les élèves représentent 7% du taux des élèves de notre système scolaire. Donc pour nous, prendre cela en charge pouvait beaucoup contribuer non seulement à l'employabilité et aussi notre pays fait face aujourd'hui à une guerre de terrorisme dont généralement les diplômés formés en langue arabe sont souvent des cibles donc pour ces gens-là. Tout en adoptant ces 2 projets de loi, les membres du CNT ont formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement. Pour ce qui concerne les projets de loi fixant le régime de la promotion et de la protection du patrimoine culturel, il a été recommandé principalement l'augmentation du budget du ministère de la Culture à 1%. Présentement, il est de 0,67%. Quant au projet de loi portant création de la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe, les membres du CNT ont prôné la mise en place des mécanismes facilitant l'insertion socio-économique et professionnelle des arabisants. Une année supplémentaire pour la MINUSMA avec des réserves du côté du Mali quant à l'application de certaines mesures. En tout cas, le message du Mali est sans équivoque. Désormais, tout doit se faire dans l'intérêt du peuple. La résolution qui renouvelle ce mandat n'a pas eu l'unanimité parmi les 15 membres du Conseil de sécurité. 2 se sont abstenus. Aïssata Ibrahim Maïga. La réunion 9084 du Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution renouvelant le mandat de la MINUSMA pour une année supplémentaire. 13 voix pour, 2 abstentions, dont la Russie et la Chine, qui ont dénoncé l'instrumentalisation de la mission onusienne par certaines puissances à des fins politiques. Plus étonnant, ajoute la représentante russe, la MINUSMA peine à assurer son mandat alors que le Mali fait face à une guerre contre le terrorisme. Et la Chine d'ajouter que cette résolution ne reflète point la réalité sur le terrain. Nous sommes tout à fait convaincus que le fait qu'il y ait dans la résolution des formulations intrusives concernant l'exercice par la mission de son mandat dans le domaine des droits humains ne permettra pas la mise en œuvre par les Maliens de leurs droits souverains à enquêter sur les incidents qui ont eu lieu, ce à quoi ils sont profondément attachés. Nous sommes préoccupés par le fait que cela peut être utilisé par ceux qui veulent diffamer les activités du gouvernement de transition et que cela ne lui permettra pas de mener une politique étrangère indépendante. En s'acquittant de son mandat, la MINUSMA devrait communiquer et coopérer étroitement avec le gouvernement malien et écouter très clairement son point de vue. La résolution donne trop d'importance aux questions de droits humains et met trop l'accent sur le mandat de la mission liée aux droits humains. Par conséquent, elle ne correspond pas à la réalité sur le terrain et elle ne reflète pas entièrement l'appropriation de la situation par le gouvernement malien, raison pour laquelle nous nous sommes abstenus. Le Gabon, l'un des 3 représentants africains au Conseil de sécurité, vote oui pour permettre à la MINUSMA de travailler dans les meilleures conditions, mais avec des réserves quant à d'autres aspects de la mission. Sa représentante dit regretter le rejet de la requête des A3, Gabon, Ghana, Kenya, en faveur d'un engagement fort pour la protection des civils et la lutte contre le changement climatique. Nous pensons que ce mandat ne répond pas aux principales aspirations du peuple malien. Le Mali est à une phase charnière de son histoire et doit faire face à des défis sécuritaires majeurs en luttant simultanément contre l'assaut des groupes armés et les violentes attaques récurrentes des terroristes. Nous sommes persuadés qu'à ce stade, les populations maliennes ont bien plus besoin d'un soutien conséquent de la communauté internationale plutôt que d'une valse d'invectives et d'injonctions qui contribuent à aggraver la situation sur le terrain. En réponse, l'ambassadeur représentant permanent du Mali à l'ONU a, au nom du gouvernement, déclaré regretter que certaines de ces réserves aient été ignorées et informe les membres du Conseil de sécurité que malgré son adoption, le Mali n'entend pas exécuter certaines dispositions
du nouveau mandat de la MINUSMA. J'ai été amené à prononcer un discours devant le Conseil de sécurité hier pour exprimer les réserves fortes du gouvernement pour la mise en œuvre de ces dispositions concernant les droits de l'homme, notamment la liberté de mouvement et d'enquête accordée à la MINUSMA. J'ai clairement exprimé que le Mali n'entend pas observer ces dispositions dans le cadre du mandat qui vient d'être accordé à la MINUSMA. Le vote abstention de 2 membres permanents du Conseil de sécurité, les déclarations de soutien que nous avons entendues pendant les explications de vote confortent la diplomatie malienne, est à mettre justement à l'actif de la diplomatie malienne, des autorités maliennes et l'ensemble du peuple malien. Je pense que nous sommes sur la bonne voie de libérer progressivement notre pays, de ramener la sécurité dans notre pays. Et je dois également ajouter qu'au même moment où le Conseil de sécurité adoptait cette résolution qui renouvelle le mandat de la MINUSMA, l'Assemblée générale également a adopté le budget de la MINUSMA pour plus d'1,3 milliard de dollars pour l'année 2022-2023. J'espère vivement que la MINUSMA travaillera sur le terrain avec le gouvernement du Mali pour la réalisation de ce mandat, pour que la paix revienne au Mali, pour que la sécurité revienne au Mali. L'ambassadeur Konfourou a rappelé encore une fois que les populations maliennes attendent de la MINUSMA qu'elle contribue à la recherche de solutions durables aux défis du Mali, mais pas qu'elle devienne un problème, encore moins que les droits de l'homme soient utilisés à des fins politiques cachées. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, les mouvements de l'inclusivité prennent acte du renouvellement du mandat de la MINUSMA pour une année supplémentaire. Les mouvements de l'inclusivité félicitent le gouvernement du Mali pour ses positions responsables, objectives et cohérentes qui cadrent parfaitement avec les attentes des populations maliennes, en particulier le retrait de Barkhane dans le dispositif sécuritaire aérien sous le prétexte d'appui à la MINUSMA. Le gouvernement et l'Union européenne s'engagent davantage à protéger les droits des personnes privées de liberté. Le programme d'appui à la justice du Mali, phase 2, financé à environ 80 millions de francs CFA par l'Union européenne, a offert ce matin à Bolefama des kits d'hygiène aux maisons d'arrêt du Mali. Le ministre Kassogué a saisi l'opportunité pour visiter la boulangerie pénitentiaire financée par le même programme. Adama Djimde. Des kits d'hygiène pour l'ensemble des maisons d'arrêt et de correction de notre pays. Ce don entre dans le cadre du programme d'appui à la justice du Mali PAJM phase 2, financé à près de 80 millions de francs CFA par l'Union européenne. Cette seconde phase, consacrée à l'administration pénitentiaire, vise à améliorer les conditions de détention et à renforcer les capacités opérationnelles des prisons. La remise des kits d'hygiène aux détenus cadre parfaitement avec la vision de l'administration pénitentiaire et d'éducation surveillée qui est et demeure de répondre aux sollicitations essentielles des personnes privées de liberté. Ces kits contribueront sans doute à offrir un meilleur cadre de vie, toutes choses qui participent de l'amélioration des conditions de détention, renforçant du coup l'état de droit dans notre pays. Je voudrais requérir l'attention sur la requête que nous avons adressée aux responsables du pôle justice, département, gouvernance. Cette requête est relative à l'acquisition d'un bus sécurisé pour le transport des détenus, des chambres froides pour la conservation des produits alimentaires et sanitaires et bien d'autres. En accompagnant le département de la justice, la délégation de l'Union européenne s'emploie à la défense des droits des personnes privées de liberté. On voit tous ici les kits d'hygiène qui seront remis aux personnes détenues afin d'assurer une bonne hygiène corporelle, dans l'objectif de préserver leur dignité humaine pour lutter contre insalubrité et désocialisation. Comment ne pas saluer la constance et l'efficacité de l'appui de l'Union européenne à mon département après les brillants résultats obtenus par le projet PAJM 1 qui a changé le visage de la justice avec une enveloppe de 12 millions d'euros et le bilan à mi-parcours largement positif du projet PAJM 2. Sur place, le ministre a visité la boulangerie pénitentiaire et le jardin agroécologique, initié toujours par le PAJM.
La stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024 au centre d'une rencontre ici à Bamako. Il s'agit pour les participants au niveau national de faire l'état des lieux et de s'approprier les généralités de la réforme et son plan d'action triennal 2022-2024. L'ouverture des travaux était présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Batraoré. Conformément à son rôle de veille et d'appropriation nationale du processus de réforme, le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité a organisé de nombreux ateliers régionaux. Des rencontres qui ont permis à un large public au niveau local et régional d'avoir un maximum d'informations sur la stratégie et le plan d'action triennal 2022-2024. La présente session, qui se tient en partenariat avec le PNUD, vise à élargir la sensibilisation des acteurs au niveau national. Le présent atelier alors constitue une étape essentielle pour l'appropriation nationale du processus de la nouvelle stratégie de la réforme du secteur de sécurité. Soyez donc certains que nous nous tenons à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner dans la mise en œuvre de cette politique sécuritaire au service du peuple malien. Identifiée comme un processus technique et politique, la réforme du secteur de la sécurité met l'homme au cœur de son dispositif. Il s'agit de rendre plus efficace la prestation, le contrôle et la gestion des services de sécurité dans le respect de l'État et des droits humains. Le présent atelier vise principalement à promouvoir l'appropriation nationale du processus de la RSS en mettant en relief les éléments nécessaires pour une collaboration optimale entre les parties prenantes, clarifier la bonne et nécessaire articulation entre, d'une part, les objectifs et les axes stratégiques de la stratégie de la RSS et, d'autre part, les activités de résilience des populations face à l'insécurité, à l'effet de participer efficacement et positivement à la réforme du secteur de la sécurité. La journée d'échange porte sur des thématiques suivantes: les généralités sur la réforme du secteur de la sécurité, l'état des lieux de la réforme du secteur de la sécurité et la stratégie de la réforme et son plan d'action 2022-2024. 27e conseil d'administration de l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondin-Bay. Les participants à la session ont fait le point des activités ainsi que les défis à relever. Il faut noter que lors des travaux, une annonce forte a été faite par le président du conseil d'administration du central, le colonel Sadio Kamara. Il s'agit de l'accompagnement de l'État à mettre plus de 2 milliards de francs CFA à la disposition de l'école pour son fonctionnement. Aïdou Matina. Avec plus de 37 000 stagiaires, étudiants, journalistes, acteurs sociaux, policiers, gendarmes et militaires formés, l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondin-Bay s'est hissée à un niveau d'expertise remarquable, faisant ainsi d'elle un centre de formation de référence au niveau international. Structure d'excellence sous la tutelle du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondin-Bay, malgré le contexte actuel, tient la 27e session ordinaire de son conseil d'administration. La rencontre permet ainsi de faire le point des différents projets en cours, puis échanger sur les perspectives. Les fins observateurs que vous êtes, forts de vos expériences et de vos expertises, savez apprécier l'évolution de la situation et y adapter les réponses. Sur le plan de l'instruction, 32 stages classiques ont été conduits de janvier à juin, malgré les immenses défis liés à la mobilisation des ressources. Le centre a également réussi à mettre en place des comités scientifiques et d'éthique sur les questions liées à la paix et la sécurité. Le conseil d'administration de l'école est composé de 12 membres, 11 pays et une organisation sous-régionale. Cette session, très attendue, a permis de consolider davantage les acquis. Cette 27e session du conseil d'administration a été placée sous le signe de la modernisation de l'école. Il faut rajouter que lors de cette 27e session du conseil d'administration, il y a une annonce forte qui a été faite par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants au nom du gouvernement du Mali, qui consiste à prendre en charge les activités de l'école à hauteur de plus de 2 milliards de nos francs. Donc cette annonce forte nous reconforte davantage, mais également nous met la pression pour continuer dans ce que nous faisons et pour faire encore mieux, pour rayonner davantage, non seulement au nom du Mali, mais également au nom de toute l'Afrique.
Le président du conseil d'administration du centre, lors des travaux, réitère l'engagement des autorités de la transition à travers son département à accompagner l'école afin qu'elle reste dans le cercle fermé des centres d'excellence du continent. Nous sommes le 30 juin 2022, journée de la renaissance scientifique de l'Afrique. Cette journée a été instituée en 1987 par l'Organisation de l'Unité africaine à la suite du premier congrès des hommes de sciences en Afrique. Elle célèbre la recherche sur le continent en édifiant l'opinion publique sur son rôle et ses impacts dans le processus de développement de nos pays. À l'occasion de cette journée, écoutons le message du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Amadou Keïta, des propos recueillis par Nohom Sissoko. Notre pays, le Mali, malgré les soubresauts des crises qu'il a connues, ne s'est jamais départi de son engagement en faveur d'une recherche responsable, de qualité et portée par la visée unique de contribuer à résorber les problèmes intrinsèques de notre pays et de notre continent. Notre ambition est de faire de l'année 2022 l'année du bond en avant de la recherche scientifique au Mali. Ceci passe par des réformes que nous avons entamées avec la relecture des textes régissant le Centre national de recherche scientifique et technologique qui entend de pouvoir bientôt déménager dans ses nouveaux locaux à Kabala. Nous entendons aussi, sous l'égide du gouvernement, adopter les textes portant création de la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Nous devons renforcer, sinon créer notre système épistémologique propre, au fin d'avoir notre lecture des événements du monde et de son évolution, qui ne puisse être fourvoyée par des concepts importés d'ailleurs, nourris par des présupposés dont nous ignorons les finalités. La journée de la renaissance scientifique de l'Africaine est un moyen symbolique pour lancer un cri de cœur en faveur de l'enseignement des sciences dans nos pays. Les statistiques montrent que les filières dites des sciences dures sont de plus en plus délaissées au profit d'autres filières. Le genre aussi connaît une disparité à l'échelle du supérieur dans les domaines scientifiques qu'il nous faudra corriger par la sensibilisation et la promotion des sciences. Plus de 360 millions de francs CFA, c'est le montant du financement du projet de parrainage des enfants orphelins de Bamako et de Gao. Le dit projet est financé par le Royaume d'Arabie Saoudite à travers la Fondation Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire. Alousseni Touré. L'opération de parrainage concerne 1000 enfants de Bamako et de Gao. Le projet assurera la prise en charge de leurs frais de scolarité et d'alimentation sur 4 trimestres, soit une année. Le projet assure en outre l'équipement et la formation de 195 femmes vulnérables, en plus de la dotation de 122 autres en nos 20 caprins. Ce projet comporte une gamme d'activités, à savoir le parrainage de 1000 enfants dans les districts de Bamako et la région de Gao, soit 306 à Gao, 694 pour le district de Bamako. Chacun des enfants percevra une pension de $90 et cela par trimestre pendant 4 trimestres. Ensuite, la formation et l'équipement en machines à coudre dans les régions de Sikasso, Ségou, Koulibaly et le district de Bamako, à raison de 50 femmes par région qui seront formées et équipées en machines à coudre et accessoires. Le geste de ces donateurs vise à améliorer les conditions de vie et d'études des enfants qui ont perdu des êtres chers. L'action que le centre de Roi Salman est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour l'argent, mais c'est pour le kit scolaire aussi, pour l'aider les femmes vulnérables. Le projet qui vise à renforcer la résilience des femmes et des enfants vulnérables a été mené en collaboration avec les services techniques de l'action sociale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est à Bruxelles pour prendre part au nom du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, à la 33e édition du Forum de Crans-Montana sur l'Afrique, dont la thématique générale est « Le monde à l'ère de la souveraineté économique » de l'Afrique. L'ouverture des travaux a eu lieu ce jeudi en présence de plusieurs personnalités
politique africaine et du monde des affaires. Transformer la résilience en opportunité, c'est ce à quoi réfléchiront de nombreuses personnalités du monde politique et du secteur privé africain. Le ministre Abdoulaye Diop participera notamment à 2 panels: dresser l'état d'un monde en danger, relever les défis les plus urgents et les défis de la sécurité dans le Sahel, une menace pour le monde. Hier dans l'après-midi, le ministre Diop a rencontré le personnel diplomatique, administratif et local de l'ambassade du Mali à Bruxelles pour les entretenir de l'actualité brûlante du pays. Direction Première Région pour parler de la distribution alimentaire au profit de 234 ménages vulnérables dans les cercles de Kaï et Kenyeba. Ce geste d'une portée humanitaire est financé à hauteur de 30 millions de francs CFA par l'Union européenne à travers l'ONG GRDR. Moriba Keita. Cette opération de distribution alimentaire gratuite et monétaire au profit de 84 bénéficiaires, soit 60 dans le cercle de Kaï et 24 dans le cercle de Kenyeba, vise à accompagner ces populations vulnérables les plus touchées par la COVID-19 dans le cadre du projet RC3 Mali. Je suis très contente au nom des bénéficiaires. Je remercie le GDR. Nous formulons des vœux pour le retour de la paix au Mali. Il y a plusieurs volets qui sont concernés par l'axe 3 qui est mis en œuvre par le GDR dans la région de Kaï, notamment l'axe urgence qui nous réunit ce matin. Donc on va accompagner dans le cadre de ce programme aussi 230 familles vulnérables. Donc il y a 84 familles qui vont bénéficier de kits alimentaires d'un montant de 205 000 francs par kit. Mais aussi il y a des transferts monétaires pour permettre à des familles vulnérables, en plus des denrées alimentaires, de subvenir à d'autres besoins. Le chef de l'exécutif régional a apprécié à sa juste valeur ce geste de l'ONG GRDR et de son partenaire l'Union européenne. Par ce geste, le GRDR montre combien il est sensible aux difficultés de la population et combien il tient à accompagner les autorités dans leur recherche du bien-être de leur population. Notons que pour cette opération de distribution alimentaire, chaque bénéficiaire a reçu 4 sacs de riz de 50 kg, 2 bidons d'huile de 20 litres, un sac de maïs de 50 kg, 2 sacs de pâte macaroni de 10 kg, 2 sacs de lait en poudre de 5 kg et 10 kg de sucre. 150 ménages recevront en 3 tranches le transfert monétaire de 30 000 francs par mois, soit un montant total de 90 000 francs par ménage. Les médias maliens ont désormais leur salon. Le top départ de la première édition a été donné par le ministre de la Communication au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Durant 3 jours, les participants et les visiteurs prendront part à des débats, notamment sur la thématique « Le rôle des médias dans la refondation et la stabilisation du Mali ». Des expositions sont prévues ainsi que des débats télévisés et radiophoniques en direct. Nyanya Aliou Traoré. Mieux vaut tard que jamais, le dicton si bien à la situation des médias maliens qui, contrairement aux autres corporations, n'avaient pas jusque-là leur salon. Désormais, c'est chose faite. La première édition du Salon des médias vient d'être lancée sous le thème « Le rôle des médias dans la refondation et la stabilisation du Mali ». Le Salon des médias se veut un espace de rencontre, d'échange et de promotion des médias du Mali. Les amener à s'impliquer davantage dans les initiatives de construction citoyenne, d'où les thèmes de cette première édition et d'autres thèmes en rapport avec les médias vont être discutés par des panélistes durant les 3 jours. 50 stands sont érigés au Palais de la Culture sur les berges du fleuve Niger. Des radios de la place aux stations de télévision, en passant par la presse digitale, tous ces médias prennent part à l'événement de 3 jours qui se veut un espace de sensibilisation. Vous êtes la première puissance aujourd'hui, le numérique aidant. Vous avez le monde entre vos mains. Vous faites et défaites les hommes d'État. Et vous avez une puissante arme entre vos mains. Une puissante arme qui va permettre aujourd'hui de construire ou de détruire. Et je souhaite aujourd'hui que vous fassiez bon usage de ces médias entre vos mains. Je m'adresse bien entendu aux hommes de médias qui aujourd'hui ont un rôle positif à jouer dans le développement de ce pays.
Des plateaux de débat ainsi que des panels, notamment sur la déontologie, droits et devoirs des journalistes, traitement de l'information en période de crise seront tenus. Des sujets évocateurs qui, d'après le ministre de la Communication, situent toute la responsabilité et le devoir des médias. Votre rôle, le statut social et politique que vous jouez dans ce pays sont d'une importance capitale pour la survie de notre pays dans cette circonstance de crise que nous traversons. Je ne peux que vous appeler à plus d'écoute. Je ne peux vous appeler qu'à plus de réserve pour ce qui concerne les intérêts nationaux. Et à travers cette profession si noble, vous avez la capacité de sensibiliser, mais également de modifier les opinions, de les former, de les diriger. Ce que nous attendons de vous, c'est de vous tourner davantage vers la défense des intérêts exclusifs de votre pays. Le salon des médias, c'est aussi un espace de divertissement, avec l'enregistrement des émissions telles que Week-end Plus de ORTM2. Du fitness, l'occasion est également offerte aux visiteurs de le pratiquer durant la rencontre. Suite de la tournée de la direction générale de l'ORTM dans les stations régionales, l'étape de Koutiala a été aussi sanctionnée par une rencontre avec les autorités régionales, la chefferie traditionnelle, les représentants de la société civile et les partenaires de l'ORTM. Elle a contribué à raffermir davantage les liens entre l'ORTM et ses partenaires pour plus de rendement en termes de recettes. Brima Kone. Cette rencontre initiée par la direction générale de l'ORTM dans le cadre de sa tournée dans les différentes régions du Mali se veut un espace du donner et du recevoir. À Koutiala, on a compris qu'il était nécessaire pour nous d'expliquer certaines situations, d'expliquer notre façon de faire au niveau de l'ORTM et d'inviter les uns et les autres à un partenariat gagnant-gagnant. Parce que l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que les autorités régionales, les collectivités, les opérateurs économiques, les ONG, dans toutes les régions, puissent prendre l'ORTM comme socle de leur communication. Un round spécifique avec les représentants des ONG a permis à la direction générale de l'ORTM de recenser certaines préoccupations de ses interlocuteurs. Hassan Baba Djombele a mis à profit le second round regroupant toutes les forces vives de Koulé-Diaka pour remercier les autorités régionales pour la bonne collaboration avec la station ORTM Koutiala. Il est réconfortant de signaler la bonne collaboration du personnel de la station régionale avec l'ensemble des autres acteurs de la région, ainsi que leur disponibilité chaque fois que le besoin se fait sentir. Monsieur le directeur, nous saluons le travail d'intérêt public dont votre équipe et vous-même vous acquittez avec beaucoup de professionnalisme et à la satisfaction des Maliens. Rappelons que le général Abdoulaye Cissé avait contribué en 2021 à renforcer les bancs de montage de l'ORTM Koutiala à travers la remise de 2 ordinateurs et 2 disques durs. Toutefois, nous avons encore besoin, entre autres, d'un véhicule de reportage, des caméras avec carte PD et autres accessoires. Ça a été très utile de venir aujourd'hui à Koutiala, confier la petite structure de l'ORTM aujourd'hui à cette localité, à cette région. On a senti que les partenaires vraiment avaient un intérêt particulier à travailler avec l'ORTM. On a échangé de façon fructueuse avec ces partenaires-là et je crois que dans les jours, dans les semaines à venir, il y aura le fruit de ce partenariat-là que nous allons voir avec la signature de certains documents. Des visites de courtoisie ont été rendues à la chefferie traditionnelle, au maire, au président du conseil des cercles et au gouverneur. Première journée porte ouverte du Sahel Business School. Cette journée a été l'occasion pour les autorités scolaires, les parents, les partenaires techniques et financiers et les entreprises de mieux connaître Sahel Business School. Aliou Abdoulaye Touré. S'il y a un défi majeur que l'enseignement supérieur se doit de relever, c'est bien l'inadéquation de la formation avec l'emploi. Pour résoudre cette équation au niveau de l'enseignement supérieur, que Sahel Business School organise sa première journée porte ouverte. Il s'agit pour l'établissement d'apporter des éléments de réponse en termes de solutions et de perspectives à la problématique de la formation et l'adapter aux besoins de l'emploi. La spécificité, c'est que nous,
c'est pas une école de plus, c'est véritablement quelque chose qui est parti des besoins exprimés par les entreprises. Au départ, c'était véritablement lié qu'à la qualité. Au fur et à mesure des accompagnements, les besoins se sont exprimés. Donc il y a des entreprises, par exemple industrielles, qui avaient le souci d'avoir des ingénieurs sur la gestion industrielle et bien d'autres. Cette journée porte ouverte a enregistré l'intervention d'une quinzaine d'experts et spécialistes nationaux et internationaux. Les exposés ont porté sur des thèmes relatifs à la formation de l'enseignement supérieur et à l'insertion professionnelle des étudiants. Les principaux défis que nous affrontons depuis plus de 20 ans maintenant, c'est la massification. C'est comme si on s'est réveillé un jour pour dire que les jeunes sont trop nombreux pour nos infrastructures. Donc les États ont fait des efforts, mais les efforts n'ont pas été à la hauteur. Prenant la parole, l'ancien Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga estime qu'il y a lieu de relever les défis du progrès permanent pour la culture de l'excellence. Ce n'est pas enseignant qui le veut, ce n'est pas professeur qui le veut. Quand on n'a pas la pédagogie, on ne peut rien transmettre. L'éducation s'impose comme le meilleur remède au mot du siècle. Et il est heureux que des candidats comme Sahel Business School viennent apporter une dose d'avenir à tous ceux au sortir du lycée qui ont eu la formidable chance d'arriver sur le seuil des qualifications. Cette journée porte ouverte s'inscrit dans le cadre du programme académique de Sahel Business School où se côtoient plusieurs étudiants de différentes nationalités. Hajj 2022. Pour maintenir les contacts avec les pèlerins maliens et leur encadrement, l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite s'est rendu au quartier général de certaines agences de voyage privées. Boubacar Gouroudial n'entendait pas se limiter aux pèlerins de la filière gouvernementale, d'où cette visite au privé. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux Mahamadou Kone, Mamadou Sidibé et Saïd Mohamed Lamine Djara. Les autorités diplomatiques et consulaires en Arabie Saoudite sont là pour l'ensemble des Maliens. C'est ce que l'ambassadeur Boubacar Gouroudial a voulu montrer en rendant visite aux agences de voyage privées qui encadrent des pèlerins sur les lieux saints de l'islam. L'ambassadeur, qui était accompagné du consul général du Mali à Djeddah, a constaté des conditions satisfaisantes au niveau des agences visitées. C'était un devoir pour nous de réserver le même traitement à tous nos compatriotes. C'est pourquoi nous avons tenu à faire le tour des agences privées. C'est partout avec la même préoccupation, s'assurer que nos compatriotes sont bien installés, du point de vue logement, s'assurer également que la restauration, aussi, il n'y a pas de difficultés et qu'ils n'éprouvent pas de difficultés aussi pour se rendre à la mosquée ou d'autres lieux de culte pour pouvoir accomplir leurs devoirs religieux sans trop de difficultés. Les responsables des agences ont saisi l'occasion pour informer l'ambassadeur sur le déroulement de leurs activités. Il y a un certain nombre d'agences qui se sont regroupées autour de Clé du Voyage, qu'on a dénommé les groupes ou groupements Clé du Voyage, et qui disposent d'un quota de 274 pèlerins. Et tout se passe très bien, alhamdoulilah. Les pèlerins ont pu faire toutes leurs prières. Depuis notre arrivée jusqu'à maintenant, on n'a pas rencontré de difficultés majeures. Certes, c'est un voyage qui n'est pas sans difficulté, mais Dieu merci, dans l'ensemble, ça va, Dieu merci, tout va bien. On organise des prières, des visites sur les lieux touristiques islamiques et également sensibiliser les pèlerins et les inculquer beaucoup de valeurs. L'organisation du pèlerinage, c'est une œuvre humaine. Elle n'est jamais parfaite, mais nous faisons tout pour mettre les pèlerins dans les conditions d'hébergement, dans les meilleures conditions de restauration et dans les meilleures conditions de prise en charge médicale. Les encadreurs des agences de voyage ont beaucoup apprécié la démarche de l'ambassadeur et ont promis de tout faire pour que le pèlerinage se passe dans les meilleures conditions possibles. À présent, ces deux communiqués. Le directeur général de la maison du Hajj constate avec regret la situation de blocage de certains pèlerins restés ici à Bamako, faute de visa pour effectuer les voyages en Arabie Saoudite dans le cadre
du Hajj 2022. Cette situation est imputable à certaines agences de voyage qui se sont rendues coupables de pratiques inadmissibles en spéculant sur la question des visas. En effet, les agences incriminées ont pris de l'argent avec des potentiels candidats au Hajj au-delà du quota qui leur est alloué et pour lesquels elles ne peuvent avoir de visa pour effectuer le voyage en Arabie Saoudite dans le cadre du pèlerinage 2022. La direction générale de la maison du Hajj déplore cette situation de blocage des pèlerins à Bamako et condamne sans réserve cette pratique qui n'honore point ses auteurs. La direction générale de la maison du Hajj se donnera tous les moyens nécessaires pour assainir le secteur afin de pouvoir circonscrire ce genre de pratiques condamnables à plus d'un titre. La direction générale de la maison du Hajj compatit aux désagréments causés aux uns et aux autres par cet état de fait indépendant de sa volonté. Cet autre communiqué, les agences de voyage organisatrices de Hajj ont l'honneur de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale que suite aux nouvelles dispositions prises par les autorités saoudiennes, le quota alloué au Mali pour les Hajj a été ramené à 6032 pèlerins, soit 44,86% du quota qu'elles ont l'habitude de traiter. Les agences de voyage par anticipation ont entrepris des démarches en collaboration avec le ministère en charge du Hajj, le Haut Conseil islamique ainsi que d'autres structures afin d'obtenir une rallonge de quotas. Nonobstant ces démarches, elles n'ont pas obtenu gain de cause auprès des autorités saoudiennes. Par conséquent, elles présentent leurs excuses à l'ensemble des candidats du Hajj concernés par cette mesure qui les impacte négativement. Le Hajj étant un rappel d'Allah vers ses croyants, elle sollicite leur indulgence et les assure que les pèlerins recalés seront prioritaires dans le traitement de pèlerins de l'édition 2023. En cette période d'examen, les angoisses sont dans toutes les têtes, celles des autorités scolaires, les parents d'élèves et les apprenants. C'est aussi le moment de toutes les craintes pour des épreuves sans faute pour tous. Une préoccupation commune qui semble contrariée à travers des fraudes éhontées. La fraude en période d'examen, voilà qui s'invite dans la chronique Un jour, une formule de ce jour, bien sûr, Souri Ibrahima Keita. Angoisse en période d'examen. Le monde scolaire fait face à la phobie des F, vieille comme le monde. F, 3F. Fuite, fraude, faux sujet. Mais vous savez, c'est comme la prostitution, ça devient un vieux métier. Comme ses qualités défauts jumelles, la fraude est loin d'être une pratique nouvelle. Mais y trouver une source de fierté, ça, c'est nouveau. C'est même devenu une fierté pour les élèves. Quand on a fait un plan, les résultats que nous avons eu à obtenir à travers les fraudes, la plupart sont des résultats biaisés, qui ne reflètent pas le niveau réel de l'apprenant. Par tricherie, il a réussi à son examen. Par tricherie, il va avoir son diplôme. Par tricherie, il peut passer à un concours. Par tricherie, il va occuper des hautes fonctions de l'administration. On aura ce qu'on appelle une administration au rabais. La fraude, d'où elle vient? La fuite des sujets, d'où elle vient? Les faux sujets viennent d'où? L'enseignant peut intervenir, l'élève lui-même et aussi les parents d'élèves. C'est le problème d'hommes. Tant que nous n'avons pas des hommes intègres, qui savent que le sujet qui a été donné ne doit être ouvert qu'à l'heure précise, au jour précis, et que pour rien au monde, on devrait ouvrir cette enveloppe-là, il y a problème. De là à conclure qu'on assiste à une inversion de l'échelle des valeurs sociétales et scolaires, il n'y a qu'un pas allègrement franchi. L'école n'est que le reflet de la société, au fait. Les gens avaient honte sous le régime de Modibo Keïta
les gens avaient peur sous le régime de Moussa Traoré. Aujourd'hui, les gens n'ont ni honte ni peur. C'est un problème de société. Très inquiétant pour la société. Et tout le monde est nommé. Certains même pensent qu'ils sont au-dessus de leur directeur, si bien que le produit que nous voudrons avoir, qui est le produit de la probité, le produit de la sincérité, de l'honnêteté, souvent nous passe à côté pour des problèmes peut-être géopolitiques. Il y a une lueur d'espoir. Ce n'est pas irréversible. On peut combattre, on est en train de combattre ces fléaux. Déjà l'année dernière, ceux qui ont pensé avoir fraudé, c'était à Kolokani, hein. À partir des réseaux sociaux, Madame le ministre a remonté pour capturer celui qui est le premier à faire photocopier par son téléphone. Donc les sujets, les envoyer. Ces 2 dernières années, il y a tout un mécanisme qui a été mis en place. Donc si cette année nous mettons ce mécanisme en marche à travers les réseaux sociaux, le premier qui le fait est tout de suite identifié et je crois qu'on peut éradiquer le phénomène. Encore une fois, l'équation nous renvoie à cette énigme. Entre la poule société et l'œuf école, lequel fera l'autre à son image? Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 2 nouveaux cas positifs sur 608 tests réalisés, 2 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 19 patients sont sous traitement. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.